l'objectif du projet, dès le départ, quand on l'a monté, c'était un projet qui se voulait utile dans la pratique. Donc, réellement, comment soutenir le déploiement des IPS? Ce qui a impliqué aussi des choix en termes de recherche, c'est-à-dire, si on prend une approche de recherche traditionnelle, ce qu'on va voir, c'est que, bon, on fait la demande, un an plus tard, on a le résultat, un petit peu de temps pour obtenir les fonds, survivre au processus éthique, engager des efforts de recherche, 3 ans de fonctionnement, en retard 1 an, et ensuite on écrit le rapport, ensuite on écrit les articles, puis finalement, on arrive et tout est fini. Et notre ambition était d'essayer d'aller plus vite que ça. Et là-dessus, c'est sûr que, un peu de réaction pour parler, une des choses qui nous a inspiré, c'est entre autres des travaux du collectif de recherche, bon, déjà, avec Astrid Beauciel et Joseph Chabot, on avait été impliqués dans l'appréciation de l'effet des travaux du collectif. Puis une des choses qui était intéressante dans l'approche du collectif, c'est de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre utilisables et utiles tout de suite des résultats qui sont produits dans le cadre de projets qui sont en cours. Donc on a essayé de voir comment on pourrait, au fur et à mesure du projet, rendre des résultats qui soient directement utilisables. Et donc, ça nous sortait de l'idée traditionnelle qui serait une analyse des effets du déploiement des IPS. C'était vraiment l'idée de dire, au fur et à mesure que le plan de déploiement va se dérouler, est-ce qu'on est capable d'arriver avec des recommandations qui soient utiles pour les milieux de pratique? Et si on veut faire des recommandations, sur quoi on pourrait les fonder? Et on a eu l'idée d'une approche de recherche qui est fondée sur 3 composantes qui sont interloquées. Une revue de la littérature, je pense que j'ai mis systématique en parenthèse, on va en discuter un peu. Essayer de voir qu'est-ce qui existe dans la littérature qui soit susceptible d'éclairer les dimensions de l'intégration des IPS aux équipes. En même temps, c'est clair que quand on parle du rôle des IPS, il faut revenir aussi, les facteurs réglementaires ont un rôle très important, des facteurs structurels, la nature des équipes dans lesquelles elles travaillent, la nature des milieux dans lesquels elles sont déployées, etc. Et donc, même si on trouve qu'aux Pays-Bas, il est co-efficace de faire blablabla, ça ne nous aide pas forcément à savoir est-ce que ça va marcher de la même façon en GM. Et donc, la revue systématique en elle-même avait des limites assez évidentes. On a décidé d'aller avec une approche qui est complémentaire, qui est on va faire en même temps une revue systématique et en même temps des études de cas. Donc, aller voir en pratique dans un certain nombre de régions qu'est-ce qui se fait, quels sont les défis, quelles sont les idées intéressantes, les innovations, et intégrer les deux. Et le 3e morceau, c'est de dire que le projet va avoir une composante de transfert de connaissances très importante. Et c'est de faire en sorte qu'au fur et à mesure qu'on trouve des choses, on va les rendre disponibles. Il y a quelque chose d'un petit peu déstabilisant là-dedans, parce que c'est clair que c'est toujours plus facile d'attendre d'avoir fini, d'être content de ses résultats, que toute l'équipe en ait discuté, qu'on les ait validés auprès de quelques personnes, alors que rendre les résultats disponibles au fur et à mesure, ça veut aussi dire qu'on est tout le temps en train de travailler sur des nouveaux brouillons qu'il faut même rendre à peu près présentables, qu'on met à disposition, etc. Et l'ambition de départ était de faire les 3 choses de façon très intégrée, puis bon, ça va poser des défis sur lesquels je reviendrai dans l'autre. Les résultats, la structure du projet, dès le départ, s'est appuyée sur un certain nombre de grands thèmes. Et là, il y a quelque chose de très itératif dans l'approche. Au fur et à mesure qu'on a rédigé le protocole, on a fait une grande partie de revue de littérature traditionnelle, et c'est clair que dans la littérature, on voit un certain nombre de choses se dégager comme étant des déterminants fondamentaux du succès du déploiement des IPS. Il faut que le rôle soit bien défini, il faut qu'il soit clair, il faut que les équipes aient des bonnes pratiques de collaboration, il faut que les équipes anticipent l'arrivée du IPS et s'y préparent. Donc, on a vu un certain nombre de choses comme ça apparaître, et on s'est dit, sur chacun de ces thèmes-là, il faudrait probablement être capable de dire quelque chose, de produire des recommandations constructives. Donc, on a commencé, dès l'étape du protocole, à dire il y a une série de thèmes sur lesquels on pourrait dire des choses. Et on est parti des vite. On avait l'idée de préparer l'accueil, définir les rôles, la notion d'intégration, la prise en charge de la clientèle, qui fait quoi, la collaboration, le soutien, on va en définir un petit peu, les communications auprès de l'extérieur, s'assurer que tout le monde sache qui fait quoi, et d'autres acteurs, en particulier des questions structurelles. Donc, on est parti avec 8. Et on a commencé notre approche avec 8. Et
une des choses qu'on a fait assez tôt, c'est de dire, bon, comment on remplit chacune de ces petites boîtes. Au fur et à mesure qu'on a essayé de mettre du contenu dans chacune de ces thèmes-là, on s'est aperçu que nos catégories tenaient plus ou moins la route. Donc, par exemple, une fois qu'on a bien défini que c'est quoi les rôles, c'est quoi les modèles de prise en charge, qu'est-ce que la collaboration, ben, qu'est-ce qui reste dans l'intégration? Ben, en fait, il reste rien. Donc, quand on a commencé à vouloir remplir les boîtes, on s'est rendu compte que nos boîtes étaient plus ou moins appropriées. Il y a eu pas mal de travail là-dessus de créer des thèmes et de les enlever. Donc, on est parti avec 8, on a enlevé l'intégration, on avait 7. On a divisé en deux le soutien aux équipes, on en a eu 8, mais finalement, le soutien aux équipes est redevenu 1, on en a eu 7, puis finalement, communication externe s'est passé dans le soutien, on en a eu 6, et sur les 6, on en a 5 qui sont à peu près sur lesquels on a quelque chose à dire. Donc, tout ça pour dire que la structure d'analyse est une structure d'analyse fondée sur une série de thèmes sur lesquels on recommande. Cette chose-là, ces thèmes-là, en tant que tels, sont déjà un des premiers produits du projet. Quand on regarde la littérature sur le déploiement d'ICS, en gros, il y a un modèle qui s'appelle le modèle PEPA, ou Participatory quelque chose, plein d'acronymes, qui est un modèle développé par Alba Di Senso, qui a une chaire sur les pratiques infirmières avancées avec Master, qui est auteur ou co-auteur de près la moitié de la littérature canadienne dans le domaine. Et le modèle PEPA est certainement le modèle qui, au niveau du Canada, a le plus d'influence sur comment on doit concevoir, soutenir et analyser le déploiement des pratiques infirmières avancées, y compris les IPS. C'est un modèle qui est un modèle avec des grandes étapes très macro, et on s'est rendu compte qu'il y avait probablement un intérêt au niveau micro à se centrer sur un certain nombre de choses plus spécifiques. Donc on est allé avec des thèmes qui sont ceux-là, sur lesquels je vais faire quelques commentaires. Ensuite, une fois qu'on a identifié ces thèmes-là, on s'est dit par quel bout attraper la littérature. Et là, j'en suis pas à ma première tentative de revue systématique. J'ai déjà survécu à quelques-unes avec la perte de beaucoup d'illusions au fur et à mesure. Et donc, on a essayé de faire quelque chose qui soit à la fois réalisable, parce qu'une revue systématique, c'est un excellent exercice pour perdre plusieurs années de sa vie à se rendre compte que finalement, on a appris peu de choses par rapport à l'investissement qu'on a fait. Et en même temps, c'est certain qu'il y a des ressources importantes en termes de connaissances qu'on voulait pas mal. Alors, on a dit, plutôt que de s'en aller directement avec des mots-clés, on allait partir de quelque chose qui existe déjà. La chaire d'Alba Di Senso a, pendant 9 ans, de 2000 à 2009, collecté l'ensemble de ce qui se publiait au niveau international et canadien, y compris la littérature crise, puis maintenant il y avait un gros bout, pour essayer de documenter l'ensemble de ce qu'on pouvait savoir sur les pratiques infirmières avancées. Cette base de données-là, ils ont accepté de nous partager l'ensemble des références et on est parti de ça, donc un peu moins de 4000 citations. La première étape, c'est de voir qu'est-ce qui pouvait être utile dans cette grande masse-là pour soutenir le déploiement des IPS au Québec. Et la question, c'est en quoi constitue le déploiement des IPS au Québec? Et la première étape de notre processus, ça a été de construire au sein de l'équipe le modèle logique de comment le plan de déploiement des IPS au Québec est conçu, quels sont les leviers sur lesquels il repose, quels sont les objectifs. Et donc, on a fait une modélisation logique qui nous a aidé à voir quels sont les critères de pertinence, quels sont les articles qui sont susceptibles d'éclairer une des facettes du déploiement des IPS au Québec. On a fait travailler en équipe, on a validé avec les partenaires et on est arrivé avec une idée un peu plus nette de qu'est-ce qui pouvait être d'intérêt. On est ensuite passé à travers ces résumés et ça a extrait un certain nombre de papiers, 200 et quelques. Là-dessus, on a fait deux piles. Une pile sur les effets du déploiement des IPS. C'est une pile que nous avons toujours et avec laquelle nous n'avons rien fait pour l'instant, mais nous avons fait des ambitions. Et une pile qui est sur l'intégration en tant que telle, 100 et quelques documents. Et ensuite, ces documents-là, on les a répartis de lecteur par document. Et l'aspect, peut-être un peu intéressant là-dedans, c'est que chacun des documents a été lu par deux relecteurs qui ont chacun fait un résumé et mis deux scores. Un score de pertinence, qui va de 1 à 3. 1 est Who cares, et 3 est super intéressant. Et un score de qualité scientifique,
1 étant voici une série d'idées tirées de mon chapeau, et 3 étant un article avec une méthodologie appropriée, une description correcte des données et une analyse qui se tient. Et on a fait le cumul de ces deux scores-là et on a gardé que les articles qui avaient un score total qui était de 5 ou 6. C'est-à-dire que les articles qui avaient dans les deux dimensions des scores intéressants. Ce qui a permis à la fin de retenir 43 documents. On a refait, la chaîne Alba a fini en 2009, donc on a refait pour 2010 à 2012 la même chose. On a trouvé 15 documents, on est arrivé avec 58 documents qu'on a ensuite complémentés de façon ad hoc. Donc, la plus grosse partie des choses que je vais raconter aujourd'hui sont tirées de l'analyse à partir des 5 thèmes dont je vous ai parlé de cette pile de documents-là. Et quand je vous dis est-ce que c'est systématique ou non, déjà au sein de notre équipe de recherche, on se chamaille entre nous à savoir si c'est oui ou non une revue systématique. Donc, je laisse une des raisons pour lesquelles je donne des détails comme ça, et je vous laisse apprécier à quel point vous considérez cela comme systématique ou non. Ce qu'on a trouvé, étonnamment beaucoup de littérature grise. Quand on a commencé le projet, après avoir écrit le protocole, je m'attendais à ce qu'on trouve un corpus d'articles scientifiques crédibles qui proposent des choses concrètes sur ce qu'il faut faire pour intégrer des infirmières praticiennes au sein des équipes de première année. Et j'ai été relativement surpris par la très petite quantité de documents qui ressemblent à ça. Les documents de loin les plus informatifs qu'on a trouvés sont de la littérature grise. Beaucoup de choses ont été faites en Ontario, en particulier des rapports de recherche, des rapports commandés par les ministères sur ce qui s'est passé là-bas dans le déploiement des IPS. On trouve le même genre de documents pour d'autres provinces canadiennes. On trouve des documents faits par des associations professionnelles. Et quand on regarde qu'est-ce qu'on a trouvé comme recommandation utile, beaucoup vient d'une littérature grise. Donc là encore, ça soulève un peu la question de savoir, nous on a donné des scores de validité significatifs à ces documents-là, c'est la raison pour laquelle ils sont retenus, mais si on prenait comme critère le fait qu'il faut qu'un document soit peer-reviewed, comme on va le trouver dans la majorité des choses à la Cochrane, on aurait encore beaucoup moins de données dans notre étude. La littérature scientifique qui est publiée, c'est une littérature qui est très disciplinaire, extrêmement infirmière, très militante. Donc, il y a un petit peu de comment on va dire ça de façon polie? Il y a une vision très dichotomique du monde. Une littérature dans laquelle vous avez, puis je caricature à peine, les gentils IPS et les méchants docteurs. Et c'est une littérature qui, je ne dis pas qu'elle est mauvaise à la base. Les articles qu'on a retenus sont des articles qui justement sont cohérents sur le plan de la validité, mais quand on les lit, on sent que c'est des auteurs qui arrivent à aborder le phénomène avec un certain nombre un point de vue ancré, on va dire. C'est une littérature dans laquelle on trouve beaucoup de choses sur quels sont les problèmes qui ont été vécus quand on a essayé d'implanter des IPS. Et c'est des facteurs qui sont bien documentés. Alors c'est clair que, qu'est-ce qu'une IPS? Bon, une IPS, c'est le terme québécois, donc infirmière praticienne spécialisée. Le terme anglo-saxon, c'est nurse practitioner. Et la définition exacte de ce que c'est va varier d'un pays à l'autre parce qu'il y a beaucoup de facteurs réglementaires qui déterminent qu'est-ce qu'un individu peut faire dans quel contexte. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est un élargissement de ce qu'une infirmière est capable de faire. Et cet élargissement se fait principalement dans le champ qui traditionnellement est occupé par la médecine. Donc, à la base, l'idée même d'une infirmière praticienne, c'est un poste qui est soit un élargissement du domaine infirmier, soit un hybride entre ce que faisait traditionnellement la médecine et ce que les bases dans le domaine des sciences infirmières. Et on le voit au niveau de la formation, quand on regarde par exemple l'examen pour être IPS au Québec, c'est un examen qui est coproduit par l'Ordre des infirmières et le Collège des médecins. Donc c'est clairement un rôle qui, à la base, est un rôle hybride. C'est un rôle qui étend les caractéristiques de ce que fait une infirmière, y compris au niveau de la formation. Les IPS au Québec ont une maîtrise pour une infirmière, c'est soit un bac, soit un bac. Je sais que c'est déjà en soi quelque chose qui soulève les patients souvent.
C'est quelque chose qui, par nature, n'est pas facile à définir. Ça sent des catégories qui sont clairement établies à la base. Et quand on a déployé les IPS partout où on a essayé, on a constaté que ça n'allait pas de soi. Ça posait un certain nombre de défis. Et ces défis-là sont bien documentés. Donc, on trouve beaucoup de choses. Par exemple, quand on déploie des IPS, une des choses compliquées, c'est de s'assurer que tout le monde dans l'équipe, que ce soit les infirmières d'un IPS, que ce soit les médecins, que ce soit les autres professionnels, que ce soit les spécialistes, que ce soit les médecins de famille, comprennent ce qu'est et ce qui n'est pas une IPS, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire de façon autonome, et ajustent les pratiques des uns et des autres de façon à ce que les IPS puissent effectivement remplir leur rôle et contribuer au maximum de ce pourquoi elles ont été formées. Donc, ça c'est bien documenté. Mais ce qui manque, c'est la traduction de ces idées-là en recommandations concrètes. C'est-à-dire, on sait qu'un rôle peu clair ou peu consensuel constitue un obstacle. On sait que si on travaille avec des professionnels qui ont décidé que ça ne leur plaisait pas de travailler avec des infirmières avec un rôle étendu, ça ne marchera pas non plus. On sait que si on intègre des IPS dans des équipes où les professionnels sont déjà pas capables de se parler entre eux, ça ne marche pas. Oui, mais comment on fait par contre, de point de vue pratico-pratique, pour aider? Comment on fait pour que, dans une équipe où les gens ne se parlent pas, ils se mettent à se parler? Comment on fait pour que, dans une équipe dans laquelle il y a des réticences, les gens finissent par s'apprivoiser? Et ça, c'est vraiment un domaine dans lequel la littérature est très muette. Et j'ai constitué un défi en termes de recherche. Et la dernière caractéristique de la littérature, c'est la non-spécificité des recommandations. Ce que je veux dire par là, c'est assez vite, on se rend compte que pendant les déterminants, il faut avoir des bons mécanismes de coordination dans l'équipe, des bons mécanismes de communication. Il faut avoir des bonnes pratiques de collaboration. Là-dedans, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire, il n'y a rien de caractéristique au déploiement des IPS. N'importe quelle équipe de première ligne, si on veut qu'elle soit performante, il va falloir effectivement qu'il y ait des bonnes pratiques de collaboration et un respect mutuel. Et toute une série de choses pour lesquelles, en fait, quand on regarde la littérature sur le déploiement des IPS, on se rend compte que ce qu'on peut faire comme conseil est beaucoup plus large. Et là, on arrive aussi avec un des aspects non systématiques de notre littérature. On s'est rapidement rendu compte qu'on avait besoin de parler, par exemple, de la collaboration interprofessionnelle et que ça nous amenait à nous appuyer sur une littérature qui n'est pas particulière aux IPS, mais qui est une littérature générique sur c'est quoi la collaboration interprofessionnelle. Une littérature générique sur c'est quoi réellement une pratique d'équipe. Là, il y a les critères mis de l'avant, entre autres, par Dominique Beaulieu sur partage des ressources, partage des revenus, partage de la clientèle. Donc, il y a toute une série de choses comme ça qui sont le déploiement des IPS n'est qu'une illustration de défis plus larges auxquels sont confrontées des équipes de première ligne qui auraient envie d'optimiser leur pratique. Donc, maintenant, les 5 thèmes sur lesquels on a travaillé, qu'est-ce qu'on a trouvé? Préparation de l'accueil. Un beau consensus sur le fait que c'est très important. Et dans le cas des cas sur lesquels on travaille, donc on a fait des études de cas qui sont en cours, dont les résultats sont préliminaires, mais ce qu'on voit, c'est que, comme la littérature le dit, beaucoup d'équipes continuent à se dire que le jour où l'IPS va physiquement se présenter au bureau, il sera temps de commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire avec elle. Et ça enlève une caricature, mais malheureusement, on voit réellement des milieux dans lesquels c'est presque ça. Or, tout converge pour dire que ça serait une bonne idée de se poser des questions. Alors, préparation de l'accueil, le côté le plus trivial, ce sur lequel c'est le plus évident, c'est anticiper que l'IPS va avoir besoin d'un bureau, va avoir besoin d'un niveau d'équipement, va avoir besoin d'un accès à secrétariat, etc. Donc, ce morceau-là est relativement pris en compte. Le deuxième morceau, qui est celui de se poser des questions sur comment l'arrivée d'IPS est effectivement quelque chose qui pourrait débalancer les acteurs. Puis là-dessus, il y a vraiment la notion, on va y revenir, du rôle. C'est-à-dire, au Québec, le plan de déploiement des IPS, c'est principalement dans les contextes de GMF. Le plan du ministère est de dire que 80%, mais les pourcentages vont varier, 70 et 80% des IPS à terme devraient travailler dans le contexte de GMF. Quand on regarde c'est quoi un GMF, c'est une dizaine de médecins, 2 infirmières cliniciennes et du personnel de soutien. Quand on prend une équipe comme ça, une petite équipe un peu interdisciplinaire, et qu'on rajoute 1 ou 2 IPS, ben, forcément, ça va changer la façon de travailler de l'ensemble des gens dans l'équipe. Et que si
on arrive sans préparation, on est chanceux, dans ces cas-là, les gens vont se réajuster d'une façon qui est organique, naturelle et viable. Mais si on n'est pas chanceux, les gens ne vont pas aimer se faire bousculer. Et ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir des tensions, ça peut être des tensions du côté médical. Les médecins vont se rendre compte que l'arrivée de l'IPS les pousse à modifier la façon dont ils pratiquent leur travail, ou du côté infirmier, où des infirmières de GMF vont tout d'un coup se rendre compte que l'IPS vient occuper un champ que jusqu'alors elles occupaient. Et dans tous les cas, si les gens ne font pas l'effort de se poser la question de comment on peut anticiper ce que ça donne des tensions importantes. Donc, quand on a des recommandations de la littérature, le premier morceau, c'est les équipes devraient se poser la question de savoir dans mon offre de service, quels sont les besoins de la clientèle et de quelle manière le modèle de pratique y répond et comment l'intégration d'une IPS dans ce modèle de pratique pourrait améliorer cette réponse. C'est quelque chose qui a beaucoup de sens sur le papier. C'est quelque chose qui a aussi donné lieu au sein de notre équipe de recherche à de vigoureuses discussions. Est-ce que c'est réaliste de demander à des équipes de première ligne en GMF de faire un diagnostic de c'est quoi les besoins de la clientèle? Et est-ce que ce n'est pas une façon juste de les pousser vers la dépression et le burn-out en se rendant compte qu'entre les besoins de la clientèle et ce qu'ils sont capables d'offrir pour de vrai, il y avait un écart suffisamment grand pour décourager n'importe qui? C'est une bonne question. Et donc, de savoir jusqu'à où une équipe qui prépare l'arrivée d'une IPS devrait se dire que le rôle de l'IPS doit reposer sur un diagnostic sur quels sont les besoins non comblés et qu'est-ce qui, à un moment donné, est juste hors du contrôle d'une équipe de première ligne et qui devient du ressort d'une planification plus large de l'offre de service en première ligne et qui ne repose pas sur les épaules d'un seul GMF. Donc, jusqu'où pousser la réflexion sur le diagnostic? Quand on regarde les outils qui sont disponibles, qui sont mis de l'avant dans plusieurs recommandations, on voit des outils très très larges là, sur des analyses démographiques, sociologiques, de quel est le profil de la clientèle. C'est pas évident que les équipes puissent se rendre jusque-là. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose à attacher à ce domaine-là. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que l'arrivée d'une IPS va contribuer à améliorer la réponse aux besoins. Quand on regarde le plan de déploiement au Québec, une de ses caractéristiques fondamentales, c'est qu'il est centré sur une amélioration de l'accessibilité. La chose qui ressort du modèle logique qu'on a fait, c'est que la raison pour laquelle on met de l'avant les IPS comme étant une intervention innovante en première ligne, c'est l'idée de dire qu'elles vont permettre de contribuer à l'amélioration de l'accessibilité. Donc, pour les équipes qui les intègrent, la commande va être très nette du point de vue du C3S et des agences de s'assurer que le rôle qu'on confie à l'IPS permet effectivement à la clinique d'augmenter le bassin de patients qui est traité. Quand on fait ça, une autre chose qui est fondamentale au niveau de l'accueil, c'est de se poser la question, est-ce que le rôle qu'on le conçoit est minimalement cohérent avec le profil de l'IPS qu'on accueille? C'est pas la même chose d'accueillir quelqu'un qui a fait ses études en Ontario il y a 10 ans, qui a une pratique depuis 8 ans comme professionnel autonome et qui a beaucoup d'assurance par rapport à quelqu'un qui a 23 ans, vient de sortir de l'école et vient de passer son diplôme. Entre les deux, il va y avoir une différence majeure. Deuxièmement, quelles sont les barrières réglementaires? Les IPS travaillent à l'intérieur d'un cadre très bien défini qui leur permet de faire un certain nombre de choses qui ne leur permet pas de faire un certain nombre d'autres choses. Et là-dessus, beaucoup d'équipes ne savent pas qu'est-ce que fait l'IPS. Puis on a des histoires où des gens dans les études de cas se confient en disant la raison pour laquelle on voulait l'IPS dans notre équipe, c'est qu'on a un médecin qui a pris sa retraite, puis il nous a laissé 1800 patients enregistrés. Puis là, on s'est dit, ben, on va prendre une IPS et on va lui donner. Et là, puis les gens qui nous racontent ça rient eux-mêmes de leur naïveté avec le projet initial parce que, en fait, ça marche absolument pas. Et donc, se poser la question de savoir si on pense intégrer l'IPS à l'équipe, est-ce que le rôle qu'on envisage pour cette personne-là est cohérent avec ce que l'IPS peut faire? Et ça implique de se poser la question de savoir c'est quoi le cadre réglementaire qui encadre la pratique IPS. Et là-dessus, c'est un cadre qui est, on va y revenir, très... mettons qu'il y a encore du peaufinage à faire. Il y a un certain nombre de dimensions qui ont été établies sur la base de négociations entre les ordres professionnels et les fédérations. Et ces dimensions-là sont
enchâssés dans les règlements d'application de la loi 90. Ces dimensions-là ne sont donc pas dans le contrôle de ce qu'une équipe peut modifier. Il y a un petit peu de souplesse dans comment on interprète le règlement. Les équipes peuvent pas modifier ces règlements-là. Et il y a certaines choses qui, quand on regarde comment elles se mettent en œuvre en ce moment au Québec, sont probablement pas encore optimales. Et donc, on est dans des choses qui vont probablement évoluer. Et dernier élément, j'en ai un petit peu parlé, que les gens dans l'équipe aient l'occasion de se parler entre eux pour savoir, une fois que les IPS vont être arrivés, qu'est-ce que ça va avoir changé à mon travail. Et là-dessus, c'est clair que plus on se pose la question tôt, moins on a de chances de se rendre compte que finalement, on n'est pas satisfait avec la façon dont les choses ont été faites. Définition des rôles, c'est le deuxième morceau, c'est comme la suite logique. Une fois qu'on anticipe l'arrivée de l'IPS, un des éléments de discussion qui doit commencer et qui va se prolonger tout au long du processus d'intégration, c'est de savoir qui fait quoi dans l'équipe. Quand on lit la littérature sur le déploiement des IPS, c'est la chose. C'est ce sur quoi tout le monde appuie, parle et qui est l'élément fondamental. Si tout le monde dans l'équipe, que ce soit les autres professionnels, que ce soit les médecins, a une idée consensuelle de qui fait quoi et une idée claire de qui fait quoi, alors l'intégration se passera bien. C'est probablement le déterminant principal. Maintenant, une des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé, c'est comment on s'assure de ça. Parce que sur le fait qu'il y a besoin d'un consensus, tout le monde est d'accord, c'est fantastique. Mais comment on crée ce consensus? Et quels sont les outils les plus susceptibles de contribuer à un consensus? On trouve beaucoup dans la littérature et on va le trouver, y compris dans les suggestions administratives au niveau de l'intégration des IPS au Québec, l'idée que la définition du rôle doit passer par une formalisation de qui fait quoi. Et quand une IPS arrive dans une équipe de première ligne, elle arrive avec une attache administrative avec un médecin ou quelques médecins, qu'on appelle le médecin partenaire, et l'IPS et le ou les médecins partenaires signent une entente. Et cette entente-là est formalisée dans une lettre d'entente. C'est la lettre d'entente devrait, si on en croit les recommandations faites par le ministère, le collège et l'ordre des infirmières, être spécifique sur qui fait quoi. Et là-dessus, pour nous, c'est pas évident que c'est une aide. Plus on va aller vers une approche dans laquelle on va dire, alors, telle et telle intervention sont du ressort de l'infirmière de GNF, si et ça, c'est l'IPS, ça et ça, c'est le médecin. Plus on va se retrouver à, de fait, institutionnaliser des silos qui ne sont pas forcément faciles à rendre cohérents dans la prise en charge d'une clientèle. Et en même temps, si on ne formalise rien, si chacun est laissé libre dans son interprétation de comment, dans le modèle de prise en charge, les différents professionnels vont être complémentaires, ça ne va pas être facile. Donc, sur la définition du rôle, il y a clairement une place pour une approche formalisée de dire on va prendre le temps de s'asseoir et de discuter entre nous sur qui fait quoi et de l'écrire de façon à ce que ça reste comme étant un consensus sur lequel on s'est entendu. En même temps, plus on va être pointilleux dans ce processus-là, plus on va faire une liste de choses, plus à un moment donné, on va avoir bien défini le rôle, mais on va se poser des gros défis en termes de collaboration. Donc, pas de recette magique sur comment faire, et peut-être un certain nombre de principes qui sont relativement évidents. Un, permettre à tout le monde de pratiquer à la pleine étendue de ses capacités. C'est-à-dire que si l'arrivée de l'IPS fait en sorte que l'infirmière de GNF se ramasse tout d'un coup à faire juste des affaires simples qu'une auxiliaire pourrait faire, ça ne marchera pas. Donc il faut s'assurer que ça ne vienne pas empiéter là-dessus. En même temps, il faut aussi s'assurer que l'IPS, quand elle arrive là, elle ne fasse pas un travail qui corresponde à ce qu'une clinicienne de GNF peut faire, parce que sinon il n'y a aucun intérêt à ce qu'il y ait une IPS dans ce milieu-là. Et donc s'assurer que chacun arrive à avoir une contribution maximale. Et ça va impliquer à un moment donné, c'est un petit peu comme pousser tout le monde en avant un peu, ça va impliquer pour les médecins partenaires de déplacer leur pratique vers une pratique qui est plus demandante au niveau clinique. Une pratique pour laquelle, effectivement, on a besoin d'avoir fait une formation de médecine pour le faire. Et ce qui, dans les milieux de première ligne, pour de vrai, veut dire que les médecins vont prendre en charge de façon plus intensive des patients avec des multiproblématiques et donc des patients qu'on qualifie de lourds. Et là-dessus, c'est quelque chose qui, encore une fois,
On a des médecins dans nos études d'école qui sont enthousiastes avec l'approche, qui disent on a une excellente collaboration avec l'IPS. Maintenant, quand j'arrive avec des patients qui ont des personnes âgées avec des multiproblématiques, on peut travailler en collaboration avec l'IPS et s'assurer que la prise en charge est une prise en charge effectivement plus globale et de meilleure qualité. On a d'autres milieux où les structures sont les mêmes, où les médecins vont nous dire avant, de temps en temps, j'avais 2-3 patients lourds et déprimants dans mon cabinet de suite, mais après ça, j'avais une coupe d'otite, un petit peu de vaccination, des affaires le fun, des petits enfants souriants, ça me faisait du bien. Puis maintenant, je les ai plus. J'ai juste des cas lourds qui se cumulent un après un, et ma job est devenue considérablement plus lourde. Et j'en suis pas satisfait. Et là-dessus, là encore, si pour certains membres de l'équipe, tout d'un coup, la transformation de la pratique entraîne une perte en termes de qualité de la vie professionnelle, ça ne marchera pas non plus. Donc, dans le partage du rôle, ce n'est pas quelque chose qui est facile où on peut juste passer tout le monde vers l'avant. Ultimement, il faut que ça contribue à une amélioration de la prise en charge. Donc, ce n'est pas faire plus de la même chose, c'est une opportunité pour faire des choses différentes et mieux. Et là, on voit que dans les modèles de première ligne, on a beaucoup d'équipes qui travaillent au maximum de leur capacité de prise en charge, mais qui, dans la prise en charge qu'elles font, vont pas être en mesure de tenir compte de l'ensemble des besoins de leur clientèle. C'est-à-dire, oui, on va traiter les problèmes médicaux par le minimum vital, parce qu'on a plein de gens sur la liste d'attente, parce qu'on a plein de gens dans la salle d'attente, parce qu'on travaille le maximum des heures qu'on est capable de faire. Mais il va rester que les patients vont sortir de la clinique et que c'est pas vrai que la prise en charge aurait été aussi optimale qu'elle est possible d'être. Et que là-dessus, il y a l'arrivée des IPS peut être une opportunité pour se dire notre modèle de prise en charge va devenir meilleur pour les patients. Mais plus on joue sur, pour les patients qu'on suit, l'arrivée de l'IPS est un outil qui permet d'optimiser notre prise en charge, moins on va jouer sur l'amélioration de l'accessibilité, puis on va toujours avoir globalité et accessibilité, et c'est encore une question qui va ressortir dans les éléments de la définition du rôle. Et dans la définition du rôle, la troisième dimension fondamentale, c'est que les IPS qui arrivent au Québec sont quasi essentiellement des infirmières qui viennent de sortir de leur maîtrise en pratique spécialisée. Elles sont donc, elles viennent de finir une maîtrise, elles ont eu quelques semaines de stage clinique et elles sont clairement pas arrivées à un stade de maturité en termes de pratique professionnelle qui correspond à ce qu'elles vont être capables de faire dans 1 ou 2 ans. Donc, quand les milieux accueillent une IPS, s'ils font le diagnostic sur quel est le rôle de l'IPS au sein de l'équipe sur la base de ce qu'elle est capable de faire à son arrivée, rapidement, la personne va se retrouver plafonnée, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas l'opportunité de tout d'un coup développer sa pratique et effectivement exercer au mieux de ce qu'elle est capable d'apprendre au fur et à mesure. Et c'est encore une unanimité dans la littérature, les IPS qui arrivent vont apprendre et considérablement élargir l'étendue de ce qu'ils sont capables de faire au moins de la première année, peut-être même plus. Donc il faut là encore avoir une définition du rôle qui soit évolutive. Puis là, on en revient à la formalisation. Si on a tout écrit dans les premiers mois sur papier, ben, le problème, c'est que c'est formalisé une fois pour toutes et ça risque d'être plus un obstacle à une pratique étendue de l'ensemble des professionnels qu'un soutien. Définition du rôle et prise en charge de la clientèle. Qui fait quoi dans le modèle de prise en charge? Je vous avais dit qu'Albert Sertso a écrit la moitié de la littérature dans ce domaine, donc vous avez ici un joli petit diagramme qui est inspiré des travaux de Lalba sur les différentes dimensions de comment on peut concevoir le modèle de prise en charge avec une IPS. Ça commence avec l'idée qu'il y a 2 modèles principaux. Il y a un modèle collaboratif et un modèle consultatif. Le modèle collaboratif, ça ressemble à le même patient qui se présente dans la clinique va, de façon pas forcément séquentielle, mais va bénéficier de l'expertise à la fois du médecin partenaire et de l'IPS dans une même visite. Ça peut prendre la forme, par exemple, du modèle que je vous ai décrit, d'un patient avec de nombreuses problématiques qui va de temps en temps voir le médecin, de temps en temps voir l'IPS pour des suivis, et qui de temps en temps va voir les 2 professionnels ensemble. Le même patient est suivi de façon collaborative par les 2 professionnels, de façon à améliorer la prise en charge dont il bénéficie. Le modèle collaboratif n'est pas le seul. L'autre modèle, c'est le modèle consultatif, c'est-à-dire le médecin a ses patients, l'IPS a ses patients,
ils se mettent d'accord entre eux sur des modalités dans lesquelles ils se partagent la clientèle qui ne sont pas absurdes. On a vu encore beaucoup de milieux dans lesquels les GMF font entrer des nouveaux patients sur la base du guichet d'accès. Donc, en fait, ceux qui rentrent en priorité sont des patients lourds. Et quand on pense à des patients lourds du guichet d'accès, de fait, l'IPS va rapidement se trouver confrontée au fait qu'elle ne peut pas les prendre en charge de façon autonome. Donc, si on veut dire que l'IPS a ses patients à elle, ça veut aussi dire qu'il faut s'assurer que les patients en question soient des patients où l'IPS peut raisonnablement les prendre en charge de manière très autonome. Mais donc, le médecin a ses patients, l'IPS a ses patients. Ça ne veut pas dire que c'est fixé dans le béton, c'est-à-dire un des patients, ils peuvent s'entre-échanger les patients. Le médecin peut dire tel individu est consulté pour une maladie chronique, en gros c'est stabilisé et mon IPS est en constitution de sa base de patients, il pourrait très bien suivre cette personne-là, je vais le faire. Ça va dans l'autre sens aussi, un IPS dans un patient se rend compte que de façon autonome, elle a du mal à le suivre parce que la nature des problèmes dépasse son expertise et elle le réfère au médecin. Et dans tous les cas, le patient, lui, quand il vient à la clinique, voit normalement un professionnel qui est son professionnel, qui est soit le médecin, soit l'IPS. Quand on regarde le modèle réel de pratique en GMF au Québec, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile d'imaginer un modèle collaboratif qu'un modèle consultatif. En pratique, on voit de façon très très majoritaire un modèle de pratique de type consultatif. Le modèle consultatif a des forces. Il est probablement le plus évident pour ce qui est d'amélioration de l'accessibilité. On augmente le bassin de patients qui sont suivis. C'est un modèle qui demande d'être ingénieux sur le partage des patients. Parce que ce qu'on voit, c'est, là je sais pas à quel point vous êtes familier avec ce qu'une IPS peut ou ne peut pas faire, mais dans les choses qui reviennent régulièrement comme des barrières, une IPS ne peut pas référer de façon autonome un patient à un spécialiste pour consultation. En fait, techniquement, légalement, elle peut, mais le spécialiste ne touchera pas la partie de rapport de consultation de sa rémunération. Ce qui fait que ça limite beaucoup leur enthousiasme. Donc, en pratique, ça se fait pas. Donc, une IPS ne peut pas référer en spécialité, ce qui veut dire que pour certains patients où ça va faire partie de l'itinéraire de soins, alors l'IPS va devoir aller voir son médecin partenaire pour s'assurer que la personne signe la demande de consultation. La demande de consultation va partir avec le nom du médecin. Dans plusieurs cliniques, elle va revenir au nom du médecin et l'aiguillage ne va pas forcément être évident pour que ça se retrouve sur le bureau de l'IPS. Donc, on va trouver des patients qui vont retourner voir leur IPS traitant et qui vont, en fait, l'IPS ne va pas avoir facilement accès au rapport de consultation. On a une série de médicaments qui ne peuvent pas être prescrits de façon autonome par l'IPS et donc pour lesquels elle doit obtenir la signature de son médecin partenaire. Si vous avez un modèle consultatif dans lequel l'IPS se ramasse avec beaucoup de patients sur lesquels elle doit régulièrement avoir affaire à son médecin partenaire, ça veut dire que toutes les 5 minutes, notre docteur sur la porte du docteur, j'ai besoin de... Et du point de vue de l'IPS, c'est une perte de temps, du point de vue du médecin, c'est aussi une perte de temps, et en fait, au niveau de la satisfaction professionnelle, c'est pas quelque chose qui fait... qui est un grand succès. Donc, mais c'est pas évident de savoir comment partager de façon à avoir une pratique. Et là encore, on a une grande variabilité dans l'interprétation des pratiques légales. On a des milieux dans lesquels les gens font un fonctionnement très conforme à des pratiques formelles sur qu'est-ce que veut dire obtenir une référence du médecin partenaire. C'est-à-dire qu'il faut que le médecin partenaire, effectivement, ait vu le patient, il ait porté son jugement et il ait signé de façon autonome le document de référence vers un spécialiste. On a d'autres milieux dans lesquels obtenir une référence vers le spécialiste veut dire, à la fin de la journée, l'IPS va aller voir son médecin partenaire pour lui dire « Ah, j'ai vu aujourd'hui chose en telle que vous connaissez et je l'ai envoyé consulter en cardiologie, puis je pense que c'est une bonne idée, est-ce que vous êtes d'accord? » Et le médecin va passer à travers le dossier, il va dire « Oh, je pense que ça a de l'allure, puis c'est tout. » Là encore, même loi, même structure, pratique significativement différente. Ensuite, la deuxième dimension, c'est le focus de la pratique IPS. Bon, nature de la pratique, on va dire, est-ce que c'est de la prise en charge générale en GMF? Est-ce que c'est une pratique, par exemple, à l'urgence? On a des IPS de première ligne à l'urgence au Québec, etc. Par maladie, là encore, on voit que dans les professionnels de première ligne, on voit des médecins qui travaillent de façon spécialisée, même à l'intérieur d'un GMF, vous allez avoir quelqu'un qui a une pratique plus gériatrique, quelqu'un qui a une pratique plus pédiatrique, etc. Quelqu'un qui se spécialise plus dans la santé de la femme, d'autres qui vont être plus en neurologie, tout en étant des médecins de famille. On va voir la même chose du côté des IPS avec des spécialisations. Et là encore, dans une pratique dans laquelle vous avez un GMF avec une douzaine de professionnels,
ça peut être cohérent de dire l'IPS va se spécialiser dans un domaine particulier, par exemple, va se spécialiser en pédiatrie. Et c'est des modèles qui sont pas fous, par exemple, dans le domaine de la pédiatrie, parce que l'IPS va pouvoir faire l'essentiel d'une prise en charge autonome dans le domaine pédiatrique. Mais ça veut aussi dire qu'il faut que les gens aient envie de faire ça dans leur vie. Plus on va avoir une spécialisation au sein de l'équipe, plus il faut s'assurer que les gens qui se retrouvent spécialisés, ça correspond au profil de professionnels qu'ils veulent avoir. Et par population, donc on va trouver effectivement, en pédiatrie c'est plus par population, en maladie on va trouver le même genre de choses, mais par exemple pour diabétique, etc. Je vois là, je suis fou, non, j'arrive un petit peu plus vite. Collaboration, donc on est dans les recommandations non spécifiques, mais c'est là encore un des déterminants fondamentaux. Et c'est clair que dans les équipes où on envoie des équipes de première ligne, GMF ou non, dans lesquelles les professionnels qui y sont, de fait, se parlent à peu près pas, travaillent pas vraiment en symbiose, longtemps, c'est la pratique individuelle en groupe, et ont des structures de collaboration et de mise en commun des ressources qui sont très limitées. Dans ces équipes-là, si vous implantez l'IPS, vous allez vous confronter rapidement au fait que ça va poser des défis majeurs. Et la question, c'est de savoir, on est soit dans un cercle vicieux, soit dans un cercle vertueux. Dans un cercle vicieux, vous avez une équipe où le monde ne se parle pas, vous avez une l'IPS qui va arriver, ça risque juste de cristalliser des tensions qui existent au sein de l'équipe, le monde va se parler juste encore moins, et ça va devenir l'enfer pour tout le monde. À l'inverse, vous avez des équipes dans lesquelles les gens ont des bonnes pratiques de collaboration, des bons mécanismes de communication. Vous amenez une IPS et ça donne une impulsion vers l'idée de dire on va faire les choses différemment, on va les faire mieux. Et vous avez de l'innovation dans la façon dont les modèles de prise en charge se développent. Mais le défi, c'est pas d'être capable de décrire ici ça va aller bien mal, ici ça va aller beaucoup mieux. Le défi, c'est de savoir quand vous êtes dans un milieu qui n'est pas propice en termes de collaboration, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces gens? Et là-dessus, la littérature est relativement nouvelle. Totalement nouvelle. Probablement les deux seules pistes qu'on est capable d'identifier, c'est mettre l'accent en termes de communication sur les besoins des clients et la capacité à y répondre. C'est probablement le point sur lequel vous allez avoir à la base un consensus sur les valeurs et les objectifs qui va rejoindre tout le monde dans l'équipe. Et ça donne un point d'ancrage sur lequel il est possible de commencer une discussion sur OK, si on est d'accord sur cet objectif-là, quels sont les moyens qu'on peut se donner pour aller plus loin. Et la deuxième chose, c'est le plan de déploiement des IPS, c'est aussi un plan qui arrive avec un certain nombre de structures. Il y a un comité régional d'implantation, un comité local d'implantation, la direction des soins infirmiers du C3S qui a un rôle important. Et donc, utiliser ces ressources-là. Utiliser ces ressources-là comme étant des leviers qui permettent d'arriver à lancer du bon côté la création ou le renforcement de processus de collaboration. Ce qui nous amène à la notion de soutien aux équipes. Un des produits de notre projet, c'est cette notion qu'il y a probablement trois grandes sphères dans lesquelles les équipes de première ligne peuvent bénéficier d'un soutien. Un soutien au niveau clinique qui va beaucoup prendre la forme d'un soutien en termes de formation pour que chacun des professionnels ait une pratique qui soit aussi evidence-based, optimale et évolutive que possible. Un soutien au niveau du leadership de l'équipe même, c'est-à-dire comment l'équipe se dote de mécanismes et de ressources qui lui permettent de communiquer efficacement, de supporter ces processus de collaboration, de régler les conflits. Et le troisième, c'est le soutien systémique. Les équipes de première ligne ne sont pas dans un backlog, elles sont intégrées à un réseau, à un système. Donc quand on prend le déploiement des IPS, les infirmières de GMF et les IPS sont des employés du C3S qui sont prêtés à un GMF. C'est à la fois une ressource qui est donnée et à la fois ça donne aussi une série de leviers pour bénéficier des infrastructures du C3S en termes de plan de communication entre autres, en termes de capacité à régler un certain nombre de petites tensions. On a entendu beaucoup d'histoires de tel docteur dans la région, si c'est l'IPS qui réfère, il ne veut rien savoir pour jeter le patient par la fenêtre. Et puis, les équipes ne sont probablement pas celles qui doivent régler ce genre de conflit-là. C'est le genre de choses pour lesquelles le C3S est la ressource pour essayer, que ce soit par le biais du DSP, de la DSI ou d'autres, de faire passer un message en disant peut-être qu'il y aurait une amélioration au processus qui pourrait avoir lieu ici. Et sur chacune des dimensions,
la question c'est de savoir qui va faire quoi. Et là encore, où va se trouver la juste limite entre ce qu'on peut laisser organique là, dans les mécanismes de communication au sein de l'équipe. C'est sûr qu'on voit des équipes qui marchent super bien avec des mécanismes très peu formalisés. Et en même temps, si on laisse ça de façon totalement non formalisée, le jour où on a besoin de régler un conflit, on n'a probablement pas le soutien qu'il faut à ce moment-là. Et donc, où va se trouver la juste limite entre la formalisation et l'aspect organique dans les communications? Puis là, on ne va pas trouver de réponse unique. Ça va dépendre de la taille de l'équipe, de sa composition, etc. Donc là encore, on arrive avec des recommandations qui sont extrêmement contingentes à plein de facteurs. Est-ce qu'on parle d'un GMF, d'une UMF, d'un CLSC-GMF, d'un CLSC non-GMF? Est-ce qu'on parle d'une équipe de 10 personnes, une équipe de 4 personnes? Est-ce qu'on parle de gens qui ont 35 ans de métier ou est-ce qu'on parle de gens qui commencent dans leur carrière? Toutes ces caractéristiques-là vont être très déterminantes sur quels sont les bons processus en termes de communication et de soutien au sein de l'équipe. En termes de soutien systémique, une des choses qui est intéressante dans la littérature, c'est cette notion que quelque part dans le système, les équipes doivent pouvoir bénéficier d'un soutien. Le terme en anglais qu'ils utilisent dans l'article qui met ça de l'avant, c'est from the balcony. C'est quelqu'un dont le mandat est de rester en retrait avec une position d'observateur de l'ensemble du processus. Et ça, c'est probablement des gens qui se trouvent dans les C3S, probablement proches de la direction des soins infirmiers, qui vont superviser pour l'ensemble de la région qu'est-ce qui se passe dans les différents milieux, où ils s'en vont, comment ceux qui ont plus de mal pourraient bénéficier de l'expertise de ceux dans lesquels ça va mieux, et qui sont la ressource pour, quand il y a une tension, une difficulté dans l'équipe, que ces personnes-là puissent être mobilisées, puis à un moment donné, arriver à intervenir de façon neutre et bénéfique pour l'équipe. Et les autres facteurs. Notre projet se veut à la base un projet dans lequel on essaye de faire des recommandations à l'intérieur des structures réglementaires, entre autres, qui sont en place au Québec. Notre projet n'a pas l'ambition de faire des recommandations sur le plan de déploiement devrait être différent de ce qu'il est là. Donc, c'est une des contraintes qu'on se contrainte. C'est un des paramètres avec lesquels on travaille depuis le départ. En même temps, il y a un certain nombre d'autres facteurs qui sont plus systémiques, qui, de façon récurrente, sortent à la fois de la littérature et de l'analyse de cas. La rémunération. Alors, c'est un classique, mais dans une équipe dans laquelle vous intégrez un nouveau professionnel qui va venir empiéter sur une partie du rôle des autres, et dans le cas des médecins, la majorité des médecins qui travaillent avec des IPS sont des médecins de GMF payés à l'acte. Si, par exemple, l'arrivée de l'IPS entraîne pour eux un alourdissement de leur clientèle, ça va aussi se traduire par une diminution de leurs revenus. Et ça crée rarement l'enthousiasme. Parce qu'on anticipait ça au niveau du plan de déploiement, il y a toute une série d'incitatifs financiers qui ont été mis de l'avant. Donc, le médecin partenaire, puis les médecins se le partagent, mais il y a une enveloppe qui leur est versée pour dédommager la clinique des frais liés à la pratique des IPS. Il y a aussi une enveloppe qui est versée. Donc, on parle que chaque IPS au Québec est déployé en GMF de 65 000 $ de package incitatif. Malgré le package incitatif, on voit que dans beaucoup de milieux, des facteurs liés à la rémunération restent un point de contentieux, un élément de tension pour optimiser la pratique des uns et des autres. Et donc là-dessus, il y a quelque chose qu'on voit sortir pour lesquels c'est clair qu'à un moment donné, si le mode de rémunération est dans un mode d'équipe, c'est-à-dire qu'une équipe de première ligne reçoit un pool d'argent pour la prise en charge qu'il fait, et qu'ensuite au sein de l'équipe, il y ait des formes de paramètres qui permettent de répartir la somme au sein de l'équipe, ça permettrait probablement tout d'un coup de voir toutes sortes de barrières à la définition dans les rôles des uns et des autres au mode de pratique, de s'assouplir considérablement. Les rigidités réglementaires, ces affaires de référence à un médecin spécialiste sont clairement un obstacle. L'Ordre des infirmières du Québec vient de sortir un excellent mémoire, ça fait peut-être 2-3 semaines qu'il est sorti, qui fait une analyse détaillée de l'ensemble de ces crunchs. Mais les IPS, entre autres, ne peuvent prescrire que les médicaments qui sont inscrits sur la liste. Et la liste en question est une liste qui précise des marques et ce n'est pas donc quelque chose qui est souple. Donc, elles sont capables de prescrire un composé ou l'autre composé, mais supposons qu'elles veulent prescrire au même patient une pilule qui comprend les deux composés ensemble, c'est interdit. Elles ont, par exemple, si un médicament est disponible en format de 200 mg,
et qu'elles veulent prescrire 350 mg, elles n'ont pas le droit de 350 mg. Il faut qu'elles prescrivent 200 mg pour qu'elles expliquent aux patients de couper la pilule. Parce que la liste de ce qu'elles peuvent prescrire est une liste fixe et qui est réglementée au niveau provincial. Donc, il y a toute une série comme ça d'aspects où on se dit c'est clairement sous-optimal. On pourrait, sans mettre en péril la vie des gens et sans demander une expertise plus grande, assouplir ces paramètres-là, puis c'est clair que l'ordre des infirmières y travaille. Des tensions aussi sur, au Québec, les IPS bénéficient lors de leur formation d'une bourse. Le gouvernement leur donne une bourse relativement généreuse pour couvrir leurs frais de subsistance et leurs études pendant leur formation IPS. Les IPS qui acceptent la bourse signent une entente avec le gouvernement, comme quoi leurs premières années de pratique, c'est les 3 premières années, elles acceptent d'être allouées à un C3S et si jamais elles décident d'aller travailler hors du C3S qui leur est indiqué par le gouvernement, alors elles doivent rembourser l'ensemble de leur bourse. On parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars de bourse. Donc, les gens sont clairement bien attachés à une place. L'objectif de ça, c'est du point de vue du gouvernement de s'assurer que dans le déploiement des 500 IPS au Québec, on va être capable de les mettre là où les besoins sont. Chacune des agences au Québec a un plan de déploiement des IPS qui est fonction des ressources disponibles et des besoins de la population. Ce qui est, c'est clairement quelque chose qui est cohérent et qui est pas une mauvaise idée à la base. Mais ce qu'on voit, c'est que ça a des côtés pervers. Entre autres, il y a des milieux dans lesquels les IPS ont été déployés et où les gens sont moyennement satisfaits de leurs conditions de pratique. Ce qui veut dire qu'en fait, une fois qu'ils auront fini leurs 3 ans, la première chose qu'ils vont faire dès qu'ils vont avoir le droit, c'est qu'ils vont s'en aller. Mais du point de vue de ces équipes-là, les médecins partenaires le savent, les gens le savent, et ils n'ont aucune envie de laisser l'IPS se faire une clientèle. Parce qu'il faut savoir qu'une IPS qui accepte un patient ne peut pas l'enregistrer à son nom. Donc le patient est enregistré dans l'EGMF au nom du médecin partenaire. Ce qui veut dire que, advenant le départ de l'IPS, qui va se ramasser avec le patient? Le médecin partenaire. Si vous avez un médecin partenaire, c'est la majorité des cas qui sont des gens avec une expérience et déjà un plein carnet de patients, l'idée que tout d'un coup on leur laisse en héritage à 500 patients additionnels de départ de l'IPS enthousiasme pas les médecins partenaires. Et donc, on a des situations dans lesquelles les médecins partenaires disent non, nouveau patient possible. Ce qui est un effet pervers de cette chose de l'attache de 3 ans et dans lequel il y a peut-être encore une amélioration. Puis, on a encore d'autres choses comme ça, où même si ce n'est pas l'objectif du projet de faire de recommandations là-dessus, on voit quand même qu'il y a probablement au cours des prochaines années moyen d'optimiser la façon dont on déploie les IPS au Québec. Juste en terminant, 2-3 mots sur le projet lui-même. Ça a été bien plus tard qu'on pensait. On avait l'ambition d'aller vite, là, donc on a été financé en 2011, puis là on disait début 2012, au pire, on devrait avoir nos premières recommandations. Puis ça n'a pas été ça en fait. On a un site web, ipsbl.info, qui est en ligne depuis quelques jours. Très cute, je vous encourage vivement à aller voir. Mais ça a pris beaucoup de temps de prévu. Et une des raisons, c'est on s'est trouvé face à un défi significatif de tout d'un coup arriver à produire des recommandations génériques pour tout le monde dans l'équipe. On a depuis le début dit on veut faire des recommandations qui s'adressent à tout le monde dans l'équipe. Et quand on regarde la littérature sur le déploiement des IPS, c'est une littérature principalement publiée dans des revues en sciences infirmières, dans lesquelles la personne à qui on s'adresse, c'est d'autres infirmières. Et donc, les gens sont assez libres dans le ton de dire le problème, c'est les docteurs, ils veulent rien savoir, ils ne comprennent rien, puis ils ne sont pas sûrs. Quand on veut s'adresser à toute l'équipe, ce n'est pas forcément winner comme message pour améliorer la collaboration. Et donc, il y a eu un travail important de se dire, dans ce qu'on recommande, on veut que n'importe qui soit capable de le prendre, de le lire et de dire ça me parle à moi. Ce qui était loin d'être évident. La deuxième chose, c'est que si on devait faire un article traditionnel dans le domaine, on ferait la liste de toutes les barrières et facilitateurs. Ça, c'est facile. Mais une fois qu'on ne veut pas faire la liste des barrières facilitateurs, on va dire qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement quand vous arrivez à votre clinique lundi matin. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et là encore, on n'avait pas anticipé à quel point ça allait être un défi. Et le troisième morceau, c'est de dire on fait de la recherche qui se veut transfert de connaissances, qui se veut orienter vers la pratique. Comment on fait la diffusion? Et là-dessus encore, on patine activement pour
essayer de faire en sorte qu'à travers le Québec, les gens, à un moment donné, finissent par être au courant qu'on met un petit gouvernement en place, aller lire les recommandations, nous donner du feedback sur ce qu'on pourrait améliorer, et donc avoir un processus un petit peu dynamique et disciplinaire auprès des milieux. Ça constitue encore un défi sur lequel on peut encore avoir trouvé toutes les réponses. Donc, je vous remercie.